Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons vous souhaiter la bonne année. Ah non, là, ça, c'est déjà fait, on n'en parle plus, on est déjà le 15 janvier. Nous allons passer en revue les événements de la semaine écoulée. Au menu, l'inflation, des obligations sanitaires, des obligations scolaires, mais aussi des projets à Bruxelles. Pour en parler, des invités politiques d'une même commune, que vous découvrirez dans un instant, et également deux experts. Nicolas Dedecker, journaliste politique au vif, bonjour. Mais bonjour Jean-Jacques. Et à ses côtés, Vanessa Lullier, journaliste à BX1, bonjour. Bonjour. Alors les mesures sanitaires ne suffisent pas. Omicron contamine énormément la population. On parle donc d'obligation vaccinale, on parle de passe vaccinal également. Le Conseil d'État a donné son feu vert, lui, à l'obligation vaccinale pour le personnel des soins de santé. Le commissaire Corona a préféré, lui, le passe à l'obligation. On attend le débat à la Chambre pour l'obligation étendue. En attendant, les adultes prennent leur deuxième dose et on vaccine les enfants dans les centres depuis lundi. Reportage Samia Errami et Nicolas Kenartz. Tu es dans un pays magnifique où il y a peut-être un petit moustique qui vient te piquer le bras. Bon, c'est pas grave. Mais ça va. Constance a 10 ans, s'est accompagnée de sa maman et de ses amis qu'elle est venue se faire vacciner et elle n'a même pas eu mal. J'ai senti juste un tout petit peu, mais vraiment c'était rien. C'est presque la douleur quand tu appuies sur un bleu, ça fait presque aussi mal. À Uccle, dans ce centre de vaccination, le mercredi est désormais réservé aux enfants de 5 à 11 ans. Les rendez-vous se prennent sur la plateforme Bruvax. Les enfants doivent évidemment être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal. Ce premier jour de vaccination est un franc succès. Pour les enfants, c'était de 14h jusqu'à 16h30 et tout est complet. Voilà, donc on peut bien le voir ici. Si pour certains enfants c'est un soulagement, j'attendais ça avec impatience que ma classe a déjà été fermée, il y a 2 cas positifs. Donc j'attendais pour pas avoir le corona. Les parents aussi repartent apaisés. Elle n'a rien senti. Franchement, ça s'est passé très très bien. Choisir son pansement, raconter une histoire, vacciner des enfants, c'est tout un art. Mimouna est infirmière et elle s'implique. Un enfant, ça reste un enfant, donc il faut y aller avec douceur. Donc c'est vraiment d'arriver à créer un climat de confiance avec l'enfant pour justement qu'il puisse se sentir plus à l'aise et que la vaccination puisse se passer au mieux pour lui. 80 enfants ont été vaccinés dans ce centre aujourd'hui. Ça va Eva? Oui. On parlait de deuxième dose, évidemment la troisième dose dont on parle, et là c'était pour les enfants. On avait déjà fait un test pilote à Bruxelles, il y avait déjà 1900 enfants de moins de 12 ans qui avaient été vaccinés, mais là maintenant c'est parti pour l'ensemble de la population enfantine, en tout cas ceux qui le désirent. Alors Nicolas Dedecker, qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur l'obligation vaccinale, l'obligation maximale pour certains, le pass vaccinal? Je suis un peu impatient à l'idée de recevoir les invités, dont pour des motifs de surprise, si j'ai bien compris, on ne peut pas révéler l'identité, parce que je trouve qu'il y a une énorme hypocrisie dont on ne parle pas. Il y a une hypocrisie dont on parle beaucoup sur cette question, c'est celle de dire on va multiplier les contraintes pour les non-vaccinés de façon à ne pas devoir assumer que la vaccination soit obligatoire. Ça, elle est largement documentée, on sait bien que c'est hypocrite, ça l'est, il n'y a pas de problème. Mais alors, il y en a une autre, et qui concerne plus spécifiquement les personnes qui militent politiquement dans le camp progressiste. C'est le rapport à l'obligation. On entend beaucoup chez des gens de gauche, ou qui se revendiquent de gauche, l'idée, qui peut être recevable d'un point de vue pratique, qu'il faut convaincre pour ne pas devoir obliger. Mais c'est une leçon de l'histoire, en Belgique et partout ailleurs, que les grands progrès ont été conquis par l'obligation et non pas par la demande polie. Si on a parvenu à édifier une sécurité sociale, c'est parce qu'on a décidé qu'il fallait obliger les gens à cotiser pour une partie de leur salaire ou pour l'employeur une partie du salaire qu'il donne aux travailleurs. Si on a pu constituer des réseaux scolaires, c'est parce qu'on a pu s'appuyer sur l'obligation scolaire. Si on vote, si en Belgique, c'est une des rares fiertés qu'on peut avoir en Belgique, c'est des taux de participation électorale très élevés, beaucoup plus élevés que dans les autres pays, en tout cas que les pays voisins, c'est lié au vote obligatoire. Ce sont des progrès. Et dans ces cas-là, ces progrès, ces obligations larges, elles profitent davantage aux personnes les plus modestes, qui sont celles que les personnes de gauche sont censées représenter et défendre, qu'aux plus nantis. L'obligation scolaire, pour les aristocrates, pour les fils de bourgeois, ça ne change rien. Pourtant, ça a été une conquête
qui leur a été imposé et qui a servi aux classes populaires. Et il y avait dans ces classes populaires, je me permets d'aller plus loin, des gens qui disaient non, je ne veux pas mettre mon enfant à l'école pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais il y avait aussi des résistances. Et donc, j'entends chez certaines personnalités de gauche, chez certaines personnalités progressistes, une forme de réticence pour ne pas vexer, pour ne pas heurter certaines personnes qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, sont réticentes à cette obligation vaccinale, mais qui me semble contradictoire avec la tradition, le rapport à l'obligation et à la loi de la gauche politique. À mon avis, vous deviez être au courant de l'identité de nos invités, puisqu'ils sont tous les deux progressistes et n'ont pas le même avis sur l'obligation, donc on les écoutera dans un instant. Vanessa Lullier, vous, sur ce débat de l'obligation et du pass. Mais je pense que c'est aussi, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, la philosophie de droite, c'est aussi de défendre la liberté individuelle. Donc on pourrait se dire, alors à ce moment-là, que tout le monde va être contre cette obligation. Je trouve que c'était très compliqué la position, en tout cas de Pedro Facón, du commissaire Corona, donnée vendredi, en disant non à l'obligation, mais oui au pass vaccinal. Pour moi, le pass vaccinal, c'est simplement une obligation qui est déguisée, donc qui est totalement hypocrite. Je serais plus en faveur à ce moment-là d'une obligation vaccinale clairement donnée. Après, on peut en discuter des modalités. Ça pourrait être simplement pour les personnes dites fragiles, donc par exemple les plus de 50 ans qui devraient se faire vacciner de manière obligatoire et pas forcément toute la population, puisque les plus jeunes ne vont pas aller saturer les soins intensifs. Mais je me demande aussi si on n'arrive pas un petit peu tard avec ce débat, parce que si on développe des médicaments, des traitements aussi, des antiviraux qui sont efficaces, et avec Omicron qui a quand même l'air de contaminer beaucoup, certes, mais de ne pas, on croise les doigts, mais de ne pas engorger les hôpitaux, est-ce que finalement venir maintenant avec l'obligation vaccinale, c'est encore d'actualité? C'est un peu la question que je me pose. Eh bien, on va accueillir nos deux invités, on va en savoir un peu plus. Ce sont deux Saint-Gillois. L'un y était échevin et était désigné comme futur bourgmestre, et il est de toutes les majorités. L'autre est de toutes les oppositions. Elle habite aussi Saint-Gilles, mais est active au Parlement bruxellois, où elle est chef de groupe qu'ils entrent. Et nous accueillons Françoise de Smet, qui est chef de groupe PTB au Parlement bruxellois. Et à ses côtés, Jean Spinette, échevin, entre autres, de l'instruction publique socialiste à Saint-Gilles. Alors, Françoise de Smet, vous avez, j'espère, pu entendre ce que Nicolas de Decker disait. Est-ce que c'est être progressiste et de gauche que de refuser l'obligation vaccinale ? Alors, on n'est effectivement pas pour l'obligation vaccinale parce que, bon, évidemment, le vaccin fait partie des solutions pour lutter contre la pandémie. C'est pas ça qu'on remet en question. Mais on voit qu'il y a effectivement un manque d'adhésion. Il y a beaucoup de réticence. Et donc, obliger maintenant, alors qu'il y a ce manque d'adhésion, ça va en fait faire que renforcer ces craintes et cette réticence que les gens ont. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a toujours plaidé pour ne pas rendre obligatoire le vaccin, parce que ça polarise la population et on n'arrive pas du coup de toute façon à obtenir ce qu'on veut. Avec les impôts, cette réticence-là, c'est ça que je ne comprends pas en fait. En effet, il y a beaucoup de réticence de certaines personnes pour payer leurs impôts. Quelle est la solution qu'on s'est donnée collectivement à certains moments de l'histoire? C'est d'obliger les gens à payer les impôts. Oui, alors ceux qui ne le voulaient pas. Je vous ai entendu là-dessus tout à l'heure en parlant notamment de la sécurité sociale, mais je rappelle quand même que c'est avant tout la population qui s'est battue pour l'obtenir. Et donc il y avait déjà une adhésion au départ pour la construire, cette sécurité sociale. On est quand même dans un cas tout à fait différent. Et juste pour revenir aussi sur les réticences... L'adhésion n'était pas de 100%. Il y avait quand même... Oui, mais la population s'est battue pour l'avoir. On n'est pas dans un cas de figure comme ça aujourd'hui avec la vaccination. Mais et aussi la question aussi de la réticence par rapport à Big Pharma. Et la levée des brevets est importante. Oui, mais il y aurait un vaccin où tout le monde serait content, d'accord, on ferait une obligation vaccinale. Ça dépend aussi de la situation scientifique, si on en a besoin ou pas. Alors, Jean Spinette, au Parti socialiste, le président a dit on est plutôt pour l'obligation. Nous, c'est assez clair. Paul s'est exprimé très clairement sur la question. Moi, à titre personnel, je le rejoins pleinement, peut-être de mon expérience personnelle. C'est vrai que j'ai l'occasion de présider les hôpitaux communaux des communes d'Etterbeek, Ixelles, Saint-Gilles et Anderlecht. Et c'est vrai que quand je fais le tour des services d'urgence ou des services de médecine intensive et que je discute avec les soignants et que je leur demande tout simplement, ils me disent « Ah,
non vaccinés, non vaccinés, non vaccinés. Donc en fait, toutes nos institutions d'urgence sont pleines de gens non vaccinés qui développent une forme aggravée de la maladie. Et donc, quelque part, c'est une responsabilité collective. Comme notre immunité collective est insuffisante, on en vient même à vacciner les enfants. Et l'OMS disait, il n'a pas dit qu'il était contre la vaccination obligatoire, il a dit que c'était la dernière solution possible. Je pense malheureusement que ce temps est venu, parce que l'immunité collective est insuffisante, qu'on en vienne à imposer ça aux enfants parce que les adultes refusent de le faire, amène peut-être à cette friction. Puis, du point de vue du personnel soignant, celui-ci qu'on a voulu encore récemment vacciner alors qu'on ne l'impose pas à la population globale, c'est lui-même insurgé, le personnel soignant. Quelque part, il en a l'habitude. Hein. C'est vrai que le personnel soignant a déjà des vaccins obligatoires pour professer depuis longtemps. Mais ici, il trouve particulièrement injuste, alors qu'ils payent déjà un lourd tribut à la crise Corona, où ils doivent être sur le pont, ils sont tous aux limites du burn-out et ont envie de changer de profession, d'être en plus les premiers à devoir être vaccinés obligatoirement. Et donc, moi, je pense que ça soulève clairement la solution du vaccin obligatoire. Et pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, alors ? Parce qu'on a, je pense, et louablement, envie d'obtenir l'adhésion de nos concitoyens dans un contexte aussi difficile. C'est vrai que, dans un premier temps, je pense aussi on n'avait pas les vaccins nécessaires au tout début de la crise. Il faut appeler un chat un chat. Non, ça fait un an. Maintenant qu'on est en capacité de le faire, ou d'ailleurs ça rebooste l'économie wallonne, puisque les labos qui produisent ces vaccins sont produits en Wallonie, clairement, on est en capacité de le faire. Françoise De Smet, ce débat, on va en parler au Parlement, évidemment. Au niveau du Parlement bruxellois, vous avez prolongé le CST. Enfin, je dis vous, la majorité a prolongé le CST. Oui. Vous ne vouliez pas que le CST continue ? Non, parce qu'on a vu que c'était une mesure qui n'a pas montré son efficacité. Et de nouveau, c'est quelque chose qui polarise la population, alors qu'on a surtout besoin d'avoir de l'écoute, qu'on a besoin d'avoir une première ligne qui est développée et qui puisse répondre aux questions et aux interrogations de la population. On voit que c'est ça qui fonctionne bien pour avoir l'adhésion de la population. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu que les gouvernements n'ont pas développé, alors que depuis le début de la crise, on dit qu'on a besoin de cette première ligne. Ça, c'est une chose. Et puis, au niveau de la prévention, donc on a beaucoup insisté pour le moment d'avoir ces autotests gratuits. Donc, je veux dire, les gens ne sont pas contre de se faire tester, hein, mais ces autotests coûtent de l'argent pour les familles. Donc, au niveau des écoles aussi pour les enfants, c'est pas que les gens ne veulent pas le faire, mais ça a un coût pour les familles. Pourquoi est-ce qu'on ne les rend pas gratuits ? Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas toute cette prévention ? On voit qu'elle est nécessaire autour du vaccin. Le vaccin seul, et ça je dirais que c'est une erreur aussi de la part des gouvernements d'avoir communiqué « vaccinez-vous et on va retrouver notre liberté », on voit qu'il ne suffit pas. On voit qu'on a besoin de prévention encore autour de lui, puisqu'il n'empêche pas non plus totalement la propagation du virus. C'est un peu ce qui était dit dans tous les gouvernements du monde, hein, d'ailleurs. Hein. Ce « vaccinez-vous, ça se passera mieux après ». Ce n'est pas spécialement la faute personnelle de Rudy Vervoort ou d'Alexander De Croo ? Peut-être pas, mais en tout cas, l'aspect qu'on n'a pas mis en place des mesures préventives autour de cette vaccination, on voit qu'on le paye maintenant avec la propagation du virus. Vanessa Lullier. Par rapport au CST, en quoi vous dites qu'il n'a pas atteint ses objectifs ? Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'objectif fixé. Alors, le problème qu'on a vu avec la mise en place du Covid Safety Kit, c'est qu'il a donné un faux sentiment de sécurité. Et qu'on a de nouveau une vague du virus qui est apparue après ça. Et donc, il a eu pour effet de polariser dans la population, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup quand même de débats autour de ce Covid Safety Kit. Il crée un peu des citoyens de seconde zone avec ceux qui y ont accès parce qu'ils acceptent de l'avoir et les autres pas, au niveau de la culture, au niveau de l'EURECA, etc. Et donc, au niveau sanitaire, c'est pas qu'il a montré de l'efficacité. Il y a eu des gens qui se sont fait vacciner parce qu'il y avait le Covid Safety Kit, surtout en Wallonie, encore plus qu'à Bruxelles d'ailleurs. Une partie, mais il y avait déjà toute une partie de la population qui s'était déjà fait vacciner malgré tout. Nicolas De Decker. Là-dessus, mais le fait que vous déploriez cette polarisation autour de ces questions démontre le contraire de ce que vous avez dit lors de ma première question, puisque ça démontre qu'il y a des mouvements sociaux pour ça. Et donc, il y en a en effet. Et donc, le fait qu'il y ait une polarisation, il y en avait aussi sur la question de l'impôt sur le revenu, il y en avait aussi sur l'école obligatoire, sur la sécurité dans les mines. Il y avait de la polarisation. Quand Nicolas tient un os, il le garde. Hein, J'aurais pu déplorer aussi l'hypocrisie du Parti Socialiste, parce que, comme on l'a dit, mais objectivement, on sait que c'est arrivé fort tard, et que c'est pas parce qu'on n'avait pas assez de vaccins ou blablabla. Enfin, c'était une manière de rattraper le problème, la question mal gérée du point de vue politique par le PS de l'obligation vaccinale pour les soignants. On peut se le dire entre nous. Mais sur cette question de la polarisation, en fait, je comprends pas bien comment une élue du PTB
considère que puisqu'un sujet fait débat, le pouvoir politique ne peut pas décider de trancher ce débat. Je pense que quand on fait de la politique, justement, on ne doit pas simplement compter les points entre les pour et les contre, on doit prendre une position et l'assumer. Si vous dites ça polarise, ben évidemment, mais le football aussi, ça polarise. On a besoin d'adhésion de la population, on est face à une crise sanitaire, absolument. On n'est pas face à n'importe quoi. Et donc vous attendez qu'il y ait 100% des gens qui soient d'accord pour valider par la loi quelque chose. On doit encore discuter, convaincre pour avoir de l'adhésion. On voit que maintenant, taper avec le bâton ne fonctionne pas. On le ferait avec les impôts aussi. Qu'est-ce qu'on fait à Saint-Gilles pour convaincre ? Pour convaincre, on essaie par tout moyen nécessaire. J'ai une échevine de la santé, Yasmina Nikoul, qui, avec la COCOM, a essayé d'installer des centres de vaccination partout et essaye de convaincre à travers les différentes communautés, le tissu associatif. On a essayé un peu tous les moyens et rendu les dispositifs les plus proches de la population. Et ça ne suffit pas ? Ça ne suffit pas, non. On n'a pas nécessairement un taux d'adhésion suffisant. On a simplifié. Je pense, malheureusement, qu'un certain nombre de gens se réduisent à se vacciner quand ils ont perdu un membre de leur famille. Et ça, malheureusement, c'est assez présent. On a encore 19 morts journalièrement qui tombent là maintenant. On oublie un peu ce débat. Et donc, c'est vrai que le CST, on m'aurait expliqué il y a une vingtaine d'années qu'on aurait facilité l'accès à des données privées et à des données personnelles médicales sur son téléphone à l'entrée d'un établissement. J'aurais ri en disant que c'était un schéma 1984 et de l'affreux George Orwell. Donc, on est dans des pis-aller, soyons clairs. Le CST est une façon d'essayer de garantir la sécurité des gens quand ils rentrent dans un lieu ou de permettre le maintien d'activités culturelles ou de faire fonctionner un secteur comme l'ORECA. Mais c'est vrai qu'à côté de l'obligation vaccinale, qui serait plus simple, c'est un pis-aller. C'est une sorte de contrôle qui, certains en France, outre-Kievrin, disent que s'ils iront jusqu'au bout pour emmerder la population. Je ne suis pas tout à fait le projet politique que je porterais en la matière, mais effectivement, l'obligation vaccinale faciliterait quand même sérieusement ce débat. Alors, autre sujet concernant, c'est le coût de l'énergie qui n'en finit pas de monter. Le gaz, l'électricité, j'ajoute l'eau, qui n'est pas une énergie, mais enfin, ça reste quand même aussi une augmentation assez importante en 2022. Ces hausses faramineuses précarisent encore davantage les plus pauvres, mais attaquent aussi la classe moyenne, et cela les pousse même vers les CPS. Exemple avec ce reportage. C'est la triste réalité, je crois qu'on l'a vu tous, et les usagers sont vraiment en première ligne à le subir. Effectivement, il y a une détresse réelle. Ça fait 6 ans que Sylvia est assistante sociale au CPS de Saint-Josse. Des dossiers à traiter, elle en a toujours eu, mais l'augmentation du coût de la vie a fait exploser les demandes. C'est une réalité qu'on vit. Il y a quand même une augmentation des demandes d'aide sociale au niveau de factures d'énergie parce que les gens n'arrivent plus à payer à la fin du mois ou à leur décompte annuel qui est arrivé récemment. Et donc, ils font appel souvent à nous pour avoir une aide sociale de CPS. Ces dossiers dont s'occupe Sylvia sont en temps normal traités par un autre département. Normalement, il y a un service de médiation de dette qui s'occupe essentiellement des demandes de prise en charge des factures d'énergie. Mais avec l'augmentation des demandes de prise en charge, les dossiers ont été transférés aux autres assistants sociaux des autres services pour pouvoir répondre à la demande qui ne cesse d'augmenter depuis la crise. Si les demandes sont nombreuses, c'est aussi parce que le CPAS fait face à de nouveaux profils de demandeurs. Nous avons des demandes aussi de personnes qui ne s'adressent pas traditionnellement au CPS, mais qui viennent effectivement avec des difficultés de paiement de loyer et de factures de gaz, d'électricité et eau. Ça, c'est une situation que nous rencontrons depuis peu. Donc c'est une situation qui apparaît aujourd'hui au sein de notre CPS. Le CPS de Saint-Josse n'est pas un cas isolé. La grande majorité des CPS bruxellois sont aussi concernés par ce phénomène. Alors, Jean Spinette, avant 2019, vous gériez le CPS de Saint-Gilles. Vous aviez déjà connaissance de situations comme celle-là où un tel afflux de gens se plaignaient des coûts comme ça, des impétrants? C'est une réalité depuis de nombreuses années. C'est vrai que les CPS bruxellois, je salue mon collègue Luc Frémal, c'est clair que les CPS bruxellois sont confrontés à cette réalité tous les ans, à peu près au début de l'année, au moment de la facture de régularisation, et les
publics les plus précaires, malheureusement, sont dépendants souvent d'un logement qui n'a pas toutes les qualités énergétiques requises et donc doivent faire face à des suppléments catastrophiques. C'est vrai qu'avec l'augmentation des coûts de l'énergie et de l'électricité, on est confronté aujourd'hui à une crise aiguë qui étend encore le public. C'était déjà le cas dans de nombreuses communes comme la mienne. C'est vrai que le prix du logement a pris dans la quotité disponible du foyer une part de plus en plus importante. Et donc c'est vrai que ce qui reste aujourd'hui pour les gens pour faire face à leurs dépenses primaires est déjà très faible. Si on augmente, et les factures de régularisation ont doublé, donc on parle de doubler, c'est vraiment insurmontable. C'est des services de médiation d'aide qui étaient déjà débordés avant cette crise de l'augmentation. Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin? Est-ce qu'on parle de diminuer la TVA? On parle de primes aussi? Qu'est-ce qu'il y a à votre faveur? Vous avez vu le débat à la Chambre, il y a Ahmed Laoueche qui se prenait la tête avec le chef de file de ma voisine ici. C'est clair que nous, on est partisans d'une intervention financière. Est-ce que celle-ci est liée à un accompagnement ou à un lien au BIM, donc les revenus majorés que les personnes les plus démunies, pour pouvoir justement ne pas se limiter à ceux qui sont allocataires, mais pouvoir s'étendre aussi à des personnes qui ont des bas revenus ou des revenus dits travailleurs pauvres, je déteste cette expression, en tout cas de pouvoir étendre la population concernée, mais en tout cas de manière temporaire et rapide, c'est ce qui est attendu, qu'on puisse intervenir pour soulager les foyers dans la charge que représente l'énergie aujourd'hui. Et vous, Françoise de Smet, au PTB, vous êtes plutôt pour la baisse de la TVA, c'est ça? Oui, donc l'énergie TVA à 21%, comme en fait les produits de luxe comme le caviar, donc déjà en soi ça ne va pas. On estime que l'énergie n'est pas un produit de luxe, c'est un produit de première nécessité. Et on veut effectivement une mesure rapide et efficace qui puisse faire baisser la facture des familles et pas seulement des plus précaires. Vous l'avez dit au début, ça touche l'ensemble des travailleurs. Donc on a des témoignages de gens qui étaient à 150 € par mois qui montent à 500 € par mois. Quand vous travaillez même avec un salaire de 2 000 € par mois, ça pèse très très fort dans votre budget. Et on sent une panique qui commence à arriver maintenant dans beaucoup de familles qui se demandent mais comment est-ce qu'on va faire pour payer ça? Et donc réduire la TVA de 21 à 6%, vous gagnez entre 350 et 500 € par an immédiatement sur vos factures. Et donc c'est plus efficace que de donner un chèque juste de 200 € une fois. Et ça permet de pouvoir soulager l'ensemble des travailleurs. Jean Spinel. C'est clair que cette mesure a déjà été essayée sous le gouvernement Di Rupo. On a vu le coût que ça a représenté parce qu'en fait, on est toute la population. Alors c'est vrai que c'est un moyen facile à mettre en œuvre, c'est linéaire et donc ça va profiter à toutes des catégories socio-économiques qui sont touchées aujourd'hui parce que c'est tous les foyers qui voient leur facture de régularisation augmenter, sauf que ça va profiter à des gens qui n'en ont absolument pas besoin. Même parfois, vu la progressivité du taux, il y a des gens qui, malgré la qualité énergétique de leur maison, vont dépenser énormément de chauffage, qui, eux, ne régulent rien du tout, et ils vont être récompensés par ce système linéaire. Et ça ne va pas. C'est pour ça que le débat est sur la table. Les écologistes voudraient plus calquer ça sur la consommation. Le problème, c'est que pour les plus démunis, ils n'ont pas nécessairement les outils pour pouvoir réguler leur consommation. Ouais. Donc c'est vrai que, et c'est pour ça que Tine van der Straat va avoir un problème au niveau du fédéral, c'est de réconcilier ces différents points de vue. Je ne pense pas que ce soit sur les accises ou sur la TVA qu'on puisse jouer, parce que là, clairement, ça va profiter aux plus nantis, et de voir comment est-ce qu'on peut cibler les populations en difficulté aujourd'hui et les aider. Pour l'instant, on ne voit pas de solution au niveau de la Vivaldi, mais enfin, on va voir. Peut-être on a trouvé une solution plus rapide pour le nucléaire, peut-être qu'on trouvera... Non, c'est une blague. Nicolas de Decker, par rapport à ce débat, c'est un débat important, ça. Mais c'est un débat assez amusant, parce qu'en général, on se dit toujours que quand deux personnes ne sont pas d'accord, il y en a une qui a tort et une autre qui a raison. Et je pense que les deux ont raison sur la critique qu'ils portent à l'adversaire. C'est-à-dire que, en effet, la réduction de la TVA est le moyen le plus simple et le plus rapide. Mais c'est aussi, entre les deux, celui qui est le moins juste. Il faut aussi pouvoir admettre que c'est ce qu'on appelle en sciences sociales un effet Matthieu, c'est-à-dire celui qui est... C'est un verset de l'Évangile là, qui dit « Celui qui a beaucoup, il sera beaucoup donné ». Le plus on diminue d'un même pourcentage pour quelqu'un qui dépense 100 000 et pour quelqu'un qui dépense 1000, mais celui qui dépense 100 000, il profite davantage de cette diminution. Mais la réalité, c'est que la question qui se pose, elle se pose aujourd'hui, alors qu'il y a un an qu'on sait qu'elle se poserait, ou qu'on devinait qu'elle se poserait, ou qu'on savait qu'il y avait des choses qu'il faudrait faire, et dont on sait que structurellement, il faut encore penser à ça. Et le vrai problème, il est celui-là. Il porte sur tout le système qui est le nôtre de la satisfaction, ce besoin de base, nécessité absolue de pouvoir se chauffer et de s'éclairer. Et je ne vois pas
l'once d'un début de solution structurelle à ça, en ce moment, dans le débat politique, au niveau des personnes qui ont leurs responsabilités, parce que on est à chaque fois dans des solutions rustines, quelles qu'elles soient. Même la réduction de la TVA à 6% ne résoudra que très partiellement. La question de l'exemple que vous avez pris, d'ailleurs, est assez symptomatique de ça. Vous avez dit, quelqu'un dont la facture passe de 150 à 500 euros par mois, il aurait une réduction de 500 euros par an. Ça veut dire que la hausse ne serait pas du tout compensée. Et donc, c'est vraiment une situation dans laquelle je trouve qu'on ne réfléchit pas assez en matière de mesures structurelles. Alors, évidemment, c'est difficile à prendre, c'est un nid de guêpes, etc. C'est impossible. Mais on arrivera peut-être à le trouver. Peut-être que si, Jean-Jacques, si vous me laissez la parole. Mais vous parlez déjà un peu trop, je trouve. J'exagère. Je vais répondre à quelques éléments par rapport à ça, parce que il y a autre chose aussi que je n'ai pas encore dit, mais donc, puisque les prix effectivement de l'énergie ont si fortement augmenté et que l'énergie nucléaire n'a pas, eu de coûts supplémentaires, en fait, Engie est en train de faire des surprofits. Et donc, on annonce maintenant en 2024 2,6 milliards. Donc là, c'est déjà une partie où on peut aller récupérer de l'argent pour alléger la facture des familles. Et l'État aussi. L'État engrange de l'argent aussi. Et l'État, absolument. Sur la question de la TVA, je voudrais quand même dire que pour quelqu'un qui a des plus faibles revenus, cette TVA sur la consommation, elle pèse relativement plus dans son revenu que quelqu'un qui a des revenus plus importants. Donc si on inverse et qu'on baisse cette TVA, quelqu'un avec des plus faibles revenus va proportionnellement récupérer plus. Je ne savais pas qu'on allait avoir un débat aussi œcuménique. Si Nicolas de Decker cite Saint-Mathieu. Et donc effectivement, on est vraiment dans un enjeu où la fixation du prix va être là. Je dis œcuménique parce que la mesure Paul Magnette qui était de récupérer la rente nucléaire, pourquoi pas, donc c'est un débat. Mais l'autre débat, me semble-t-il, c'est la fixation du prix. C'est vrai que le prix pour le moment est fixé sur la crête. J'ai essayé de comprendre cette technique de fixation du prix, où manifestement c'est quand on doit enclencher les centrales au gaz qui coûtent un porte-avions et qui ne sont pas très écologiques, que le prix commence à augmenter. C'est à ce moment-là qu'on fixe le prix. Et donc fatalement, les bénéfices des gaziers deviennent plus importants. Et donc c'est peut-être aussi dans les mesures structurelles, celles qu'il faut travailler. Donc c'est pas où il y a les mesures temporaires où on doit s'entendre sur quelles mesures prendre, et il y a les mesures structurelles où on doit agir sur le prix. Et là, d'ailleurs, l'associatif militant pour la défense des plus démunis ne revendique rien d'autre. Une des mesures aussi structurelles, et peut-être quelque chose à laquelle il faut penser, surtout en tant que commune, c'est aussi au niveau des logements communaux ou des logements sociaux, de créer une meilleure isolation, de faire les travaux de rénovation, parce que c'est ces personnes-là qui sont aussi chez vous au CPS et qui, à un moment donné, vont demander de l'aide. Elles demandent de l'aide aussi parce que les logements sociaux n'ont pas forcément été, je ne parle pas forcément pour Saint-Gilles, mais pour les autres communes bruxelloises quand même, ont été bien entretenues et ont eu les rénovations qu'il fallait faire au fur et à mesure. Réponse courte là-dessus, Jean Spinot. Ça, c'est un challenge. Je suis désolé. Mais je pense que le parc public est encore et fait l'objet de nombreuses subventions. Il y a des décisions qui sont très clairement prises au niveau régional bruxellois sur la question. Par contre, ce qui m'inquiète plus, c'est le vieux bâti dégradé de ceux qui ne bénéficient pas de ces logements sociaux ou de ces logements publics qui, quelque part, font l'objet de rénovations assez régulières et qui, eux, vivent des situations vraiment inextricables et ne peuvent pas mesurer leur consommation. Donc, je vous rejoins tout à fait. Un dernier mot pour conclure. Je vous laisse aussi réagir là-dessus sur les logements. Effectivement, c'est important. Oui, absolument. Et donc, on voit d'ailleurs dans le quartier des Marolles aussi que les habitants se mobilisent maintenant parce que l'état de leur logement est vraiment dans un état catastrophique. Donc, on voit des champignons partout sur les fenêtres, de l'eau qui rentre, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu un désinvestissement dans la rénovation des logements sociaux depuis longtemps et qu'il est vraiment urgent maintenant qu'on donne une solution pour ces gens. On va passer à notre galerie des portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par Françoise de Smet. Je vous propose tout d'abord Davide Sassoli, le président italien du Parlement européen, décédé lundi soir à 65 ans, ou Frédéric Fontaine, le nouveau directeur de Bruxelles Propreté, ancien chef de cabinet écolo, Delphine de Saxe-Cobourg, documentariste, autobiographe, qui a livré sa vie sur RTL, Novak Djokovic, le tennisman Novax, privé d'internationaux de tennis. Qui choisissez-vous David, Frédéric, Delphine ou Novak? Je vais choisir Bruxelles Propreté parce que c'est quand même un service public très important pour notre région.
et qu'on espère que ça va surtout rester un service public. Ça, c'est vraiment l'enjeu, je pense, pour la région, qu'on a un bon service de propreté, un bon service de collecte des déchets. Et là-dessus, on a des craintes parce qu'on a déjà ces réformes d'imposition de différents sacs poubelles, alors qu'on sait très bien que les Bruxellois ont des petits logements et que ça va être très compliqué pour eux de pouvoir appliquer ça, et qu'on a des risques de diminution justement de collecte des sacs poubelles blancs. Enfin, je ne vais pas revenir sur toutes les campagnes qu'on a déjà fait à ce sujet-là, mais voilà, et on a vraiment des craintes pour l'avenir, et donc j'invite vraiment à ce qu'il y ait une préservation du service public à ce niveau-là. Donc vous encouragez Frédérique Fontaine à se pencher là-dessus. Plus qu'encourager. Oui. Alors Jean Spinett, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Mohamed Toujgani, l'imam d'Al-Khalid qui ne pourra pas revenir en Belgique. Puis Nathalie Skowronek, l'autrice bruxelloise, nouvelle membre de l'Académie. Jean-Luc Cruc, ministre MR démissionnaire car en désaccord avec son président. John Textor, le nouvel actionnaire majoritaire du REDM, un Texan roi de la réalité virtuelle, est déjà présent à Crystal Palace et à Botafogo. Qui choisissez-vous? Mohamed, Nathalie, Jean-Luc et John. Je n'ai pas choisi Felice Mazzu, entraîneur de l'année. Oui, c'est ça. Le choix facile aurait été évidemment d'évoquer notre camarade du REDM pour qu'on ait des beaux matchs de rencontre. Mais je vais vous étonner, je vais prendre Jean-Luc Cruc. Parce qu'effectivement, on a un homme qui s'est attaché à la Wallonie et qui a parcouru la Wallonie à pied dans tous les sens, qui, je pense, tombe sur un désaccord, sur un dossier qui me tenait à cœur, où justement sur la justice fiscale, on voyait là justement l'émergence d'un libéralisme social en raccord avec les accords du gouvernement wallon. Il va venir au PS ou quoi? Non, je ne pense pas que ce soit tout à fait dans ses opinions. On a un homme bien ancré dans ses convictions. Je peux dire qu'à Bruxelles, quand même, ici, notre Jean-Luc Cruc a, je pense, été conforme à ses opinions, a fait le choix de se retirer, de s'occuper des siens, et donc j'avoue que en tant qu'homme politique, il s'honore à ne pas persévérer dans quelque chose qu'il n'estime pas juste, et je trouve que c'est à saluer. Il s'est quand même trouvé une perspective, comme on dit maintenant. Hein. Le parachute. Il n'est pas dans le malheur. Oui. Voilà, c'était une solution finalement bien trouvée. Il va siéger à la Cour constitutionnelle, on doit le rappeler à nos très nombreux téléspectateurs qui ne suivent pas tous l'actualité wallonne, ce que je leur reproche. Mais monsieur De Decker, je signale que pour siéger dans cette Cour constitutionnelle, il faut être particulièrement calé et on n'intègre pas cette institution sans les compétences requises. C'est vrai. Tous les travailleurs j'essaie. n'ont pas cette chance de retrouver une place aussi facilement. Il faut quand même le dire aussi. C'est ça, mais enfin, ministre, c'est pas la même chose qu'un job à l'usine ou dans un bureau, hein, finalement. Non, mais quand vous êtes travailleur et que vous démissionnez, on ne vous donne pas une place garantie. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on va passer aux infos de la semaine. Laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé? Françoise de Smet, on va aussi commencer par vous. D'abord, le béguinage, sans et sans papier. L'Église veut faire vider les lieux. Stromae, qui chante dans le JT de TF1, en répondant à l'interview en chantant. Macron, qui emmerde les non-vaccinés et prend 3 points dans les sondages. La grève d'un cœur de porc sur un homme, un pas de géant pour les transplantations. Ou alors Boris Johnson, qui organise des fêtes en confinement. Un partygate qui fait vaciller Bojo. Que choisissez-vous à commenter? Il y a beaucoup à commenter, mais s'il y a vraiment quelque chose qui m'a énervé, effectivement, c'est l'histoire avec Boris Johnson. Donc, c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Et on voit ce décalage entre des politiques et la population. Voilà, c'est encore un cas assez emblématique. On en a connu aussi dans d'autres pays et certainement chez nous, à mon avis aussi. Mais donc, ça ne va pas qu'on s'autorise à imposer on n'a pas encore trouvé, hein, certaines choses. Oh oui, c'est vrai. Qu'on impose certaines choses à la population et puis qu'on fait l'inverse derrière ça. Allez, c'est quelque chose qui vraiment conforte vraiment le décalage, la déconnexion qu'il y a entre les politiques et la population, ce qui dégoûte en fait les gens. Et donc voilà, pour revenir encore sur l'affaire parfois de la vaccination, quand on voit les mesures qui sont prises et qui sont déconnectées de la réalité des gens, comme le fait qu'on n'a toujours pas garanti le salaire quand on doit faire la quarantaine, etc. Bon voilà, ça c'est toutes des mesures qui renforcent cette déconnexion et qui dégoûtent les gens de la politique, alors qu'on doit justement les faire s'intéresser à la politique. Jean Spinett, un autre sujet parmi ce tableau d'infos? Moi, j'avoue que plus encore que les frasques de Boris Johnson, qui a été élu en ne ressemblant pas à grand-chose d'un point de vue de la dignité de la fonction publique, je pense que moi, je suis beaucoup plus inquiet par Macron. Parce qu'en fait, il incarne l'État, il a revendiqué cette espèce de position très royaliste comme sont les présidents français. Jupitérienne. Et je pense qu'il ne s'honore pas en abaissant le niveau de la parole politique.
parce que justement lui-même a essayé de s'élever au-dessus. Et en utilisant ce genre de mots, et je dois moi-même corriger mon vocabulaire souvent, je ne vais pas vous citer les accords toltèques qu'on utilise dans l'enseignement à Saint-Gilles, mais c'est vrai que ta parole soit impeccable, là, il est pas tout à fait impeccable. Et donc, effectivement, dans la situation qu'on connaît, il pourrait utiliser un autre langage et essayer d'élever la politique à un autre niveau. Tiens, vous avez tous les deux des lunettes rouges, il me semble, tous les deux de Saint-Gilles. Est-ce que Jean Spinetta fera un bon bourgmestre à Saint-Gilles, Françoise de Smet? On verra dans les faits. Hein. Et vous lui souhaitez bonne chance? Je lui souhaite bonne chance, oui, ça c'est sûr. On espère que la commune avance dans un bon sens, mais après, on fera le bilan. Hein. Monterait dans une majorité un jour dans la commune de Saint-Gilles? Ça dépendra des mesures sur lesquelles on pourrait se mettre d'accord éventuellement. Je veux dire, on a certains principes, certaines mesures qu'on veut mettre en application dans l'intérêt de la population. Voilà. Ça dépendra. À l'inverse, Jean Spinetta, est-ce que le PTB pourrait être un partenaire de majorité intéressant? À ce stade, en tout cas, ils sont un observateur particulièrement critique. Je les sais très présents dans les quartiers pour demander aux gens comment ça ne va pas et comment nous ne remplissons pas nos obligations sur le terrain. Et donc, j'espère pouvoir les rassurer, en tout cas que la population qu'ils interrogent très souvent les rassure sur des objectifs que nous poursuivons. Mais je sais le groupe ETB particulièrement actif au conseil communal. Et donc, c'est vrai qu'ils représentent une force non négligeable. Aujourd'hui, ils ont 4 représentants sur 35 au conseil communal et ont un rôle très critique avec son chef de file, Loïc Fréture. Très bien, on va passer au grand projet important à Bruxelles. Alors il y a Bruxelles 2030, capitale européenne, il y a la rénovation du palais de justice, ça c'est un gag, le musée du chat, le projet Néo-Ezel, et il y a aussi le nouveau quartier général de la SNCB à la gare du Midi. Il y avait comité de concertation, c'était mardi, reportage Sabine Ringelem et Quentin Rossels. C'est ici que la SNCB souhaite implanter son siège social, dans l'ancien tripostal rue Fonceny, pour pouvoir accueillir l'entièreté de son personnel, ainsi que des salles de conférences, de formation, de recrutement. La société de chemin de fer souhaite construire un nouveau bâtiment. 60 mètres de haut, 236 mètres de long, pour 30 000 mètres carrés de bureaux en plus, en retrait de l'avenue Fonceny. Un projet dénoncé par de nombreux habitants du quartier. Le projet, évidemment, est beaucoup trop dense. Il a un impact énorme sur le quartier en termes de vue, d'ombre portée. Il n'a pas assez bien analysé les problèmes de circulation et les problèmes en général de ce quartier. Problèmes de mobilité, de densité, de gabarit. Habitants et associations ont fait part de leurs griefs cet après-midi lors de la commission de concertation à Saint-Gilles, suivie pour beaucoup à distance. Mais ils dénoncent aussi l'opération immobilière qui accompagne le projet, soit la vente au consortium de promoteurs immobiliers chargés de la réalisation du nouveau site de 4 bâtiments appartenant à la SNCB. Pour se concentrer sur le site Fonceny. Du coup, en le densifiant énormément, en faisant un projet qui est trop grand, trop gros, et en permettant aussi par après un redéveloppement de tous ces autres sites, ce qui impliquera beaucoup de démolition, reconstruction. Pour nous, l'alternative, c'est que la SNCB se redéveloppe en 2 sites. Et ainsi revoir à la baisse les gabarits du nouveau siège. La SNCB n'a pas souhaité réagir aujourd'hui. Elle attend l'avis de la commission de concertation qui doit tomber dans les 15 jours. On va demander tout de suite à la commune ce qu'elle en pense. Jean Spinetta, qu'est-ce que la commune pense de ce projet? L'avis de la commission de concertation n'est pas encore tombé. Et donc c'est vrai que le collège sera amené la semaine prochaine, je pense, à rendre son avis qui fera partie du débat, mais qui n'est malheureusement pas contraignant. Donc c'est un avis et c'est ça que ça importe. Nous avions déjà eu l'occasion de nous prononcer sur le PAD parce qu'on n'a pas la possibilité de traiter le dossier du siège isolément. C'est vrai que le consortium, dans le deal qu'ils ont avec la SNCB pour édifier ce bâtiment, qui me paraît, de point de vue, et ça c'est à titre personnel, mais je pense que c'est partagé par la grande majorité des membres du collège, d'un gabarit trop grand, la moitié de la population saint-gilloise qui est confrontée à ça, c'est-à-dire que sur notre flanc de coteau, on va avoir vu sur cette barre, c'est vrai que sa hauteur dépasse même les bâtiments qui ont longtemps été décriés, les Caprices des Dieux juste en face, d'à peu près 20 mètres. Et donc effectivement, on est dans un grand questionnement par rapport au gabarit du bâtiment. Et c'est vrai que l'échange qui est opéré avec, dans le cadre du PAD,
où de nombreux autres sites présents dans la zone vont faire l'objet de développement immobilier pour financer le projet du siège de la SNCB, c'est vrai que ça nous inquiète particulièrement. Donc, conformément à notre avis sur le PAD qui était négatif, c'est clair que nous envisageons avec grande circonspection ce projet de la SNCB. Françoise de Smet, de votre côté, vous aussi négative sur ce projet ? Oui, tout à fait. Voilà, la question dans ces grands projets est toujours de se demander pour qui on les fait et pour répondre là, c'est pour la SNCB, à quel besoin. Oui, mais on voit qu'il y a un jeu, un deal qui a été fait, effectivement, de regrouper les bureaux de la SNCB en échange de pouvoir laisser aux promoteurs développer des projets. Voilà, et on va... C'est pas des philanthropes, donc c'est vraiment des projets pour que ce soit rentable pour eux. Mais on voit que dans l'ensemble du PAD, par exemple, il n'y a toujours aucune clarté sur le type de logement qui va être produit. Donc on est à 0 logement social pour le moment, alors qu'on est dans une commune où le taux de logement social reste très bas, un des plus bas de la région. Donc il y a des besoins énormes qui sont là, et certainement dans ce quartier. On a besoin de rendre ce quartier de nouveau convivial, et donc ça passe par différents besoins en termes de logement, en termes d'équipement. On a besoin de maisons médicales, on a besoin d'une piscine, on a besoin de toutes sortes d'équipements collectifs, on a besoin de verdure aussi pour les habitants tout autour. Et ça, on ne voit pas qu'on est en train d'aller dans ce sens-là. Alors, très bien que la commune de Saint-Gilles s'est positionnée contre, mais bon, PS et Écolo est aussi à la ville de Bruxelles et à la région, et n'est pas en train de s'opposer à ce genre de développement pour le moment. Donc. Oui. Donc c'est Saint-Gilles d'un côté et tous les autres pouvoirs... ça manque un peu de cohérence, on va dire. C'est clair qu'on a peu de réserves foncières sur Saint-Gilles qui nous permettraient de développer du logement social. Vous avez une prison ? Des opérateurs une prison publics qui va partir, vous allez avoir plein de place. On va voir si le fédéral, comme la SNCB, accepte de concéder pour des fonctions publiques et du logement leur territoire qu'ils vont peut-être devoir valoriser financièrement. Donc je ne sais pas dans quelle mesure la régie des bâtiments est prête à faire un don à la commune de Saint-Gilles, mais aux dernières nouvelles, non. Alors, Vanessa Lhuillier, vous êtes intéressée à Néo cette semaine, autre grand projet. Et alors, Philippe Claus, en début de semaine, chez Fabrice Grosfilet, avait l'air de dire que ça suivait son cours et que ça avançait bien. Et vous avez un autre avis ? Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis. J'écoute ce qu'on me dit et ce que les différentes parties prises sur le dossier me disent. Donc, le problème, c'est un petit peu comme pour la gare du Midi. On est sur des plans d'urbanisme qui ont été conçus il y a plus de 10 ans. Et à partir du moment où vous êtes avec des plans qui ont 15 ou 13 ans à peu près, vous n'êtes plus en phase avec la société d'aujourd'hui. Ça a énormément changé. Et ce qu'on voulait il y a 10 ans, c'est plus ce qu'on veut aujourd'hui et ce qu'on veut pour les 10 prochaines années. Donc c'est un peu ça le problème de Néo. On est avec un vieux dossier dans lequel on a continué à s'entêter. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des recours, de nombreux recours. Le PRAS a été cassé. Donc maintenant, on arrive avec un investisseur privé qui met quand même un montant considérable sur la table. Comme l'a répété Philippe Claus, c'est 800 millions d'euros d'investissement, Néo, pour construire un centre commercial, des logements dans une première phase et du loisir. Et au bout de 7 ans, il n'a toujours pas mis la première pierre ni apporté la première pelleteuse. Donc au bout d'un moment, il s'énerve un peu, on peut le comprendre aussi. Et là, on a un rendez-vous en mars où finalement Philippe Claus va être avec un petit peu les mains vides, sans biscuit, puisqu'il n'a toujours pas de PRAS qui a été accepté et modifié. Et dans la modification du PRAS qui est passé au gouvernement... Attendez, on a parlé de PAD et de PRAS. Donc de plan régional d'affectation du sol et plan d'aménagement directeur, effectivement. Et donc ce qui régit ce qu'on peut faire à un endroit donné dans la ville. Et donc, dans cette modification au PRAS pour la zone de Néo, on n'inscrit plus les mètres carrés pour le centre commercial, pour les logements. Et donc, on est simplement avec un aspect mobilité, ce qui va certainement pas faire plaisir aux promoteurs. Alors, Nicolas de Decker, sur ces grands projets. Je vais essayer de placer une note positive, mais paradoxalement positive. D'abord, je tiens à dire que la SNCB, c'est une de mes entreprises publiques favorites. J'aime beaucoup. Et j'ai vu avec émotion cette image, non pas en tant que Bruxellois, j'habite Bruxelles-Ville, mais en tant que membre de la diaspora Carole-Orégette, parce que c'est justement sur la voie qui mène les trains qui viennent de Charleroi que ce sera le plus impressionnant. J'ai l'impression qu'avec ces sujets-là, aussi bien sur Néo que sur les aménagements de la gare du Midi, on en parlait déjà alors que j'avais même pas encore le moindre cheveu gris, mais je parle même pas d'il y a 10 ans.
Je me rappelle dans les années 90, d'émissions de télévision que je voyais à la RTBF sur l'aménagement de la gare du Midi, ses alentours. Alors évidemment, ça ne va pas, ça embête tout le monde, mais là vient le paradoxe, et Vanessa a tout résumé, comme souvent et une fois de plus. Les projets n'ont pas encore commencé, qu'ils sont déjà dépassés. Ils sont déjà ringards. Et donc la conclusion, c'est heureusement qu'on n'a pas réussi, pour 1001 bonnes et mauvaises raisons, à entamer les travaux. Parce que qu'est-ce qu'on ferait avec cette énorme boîte de chaussures là-bas qui défigure tout le beau paysage auquel ont droit les Saint-Gillois? Qu'est-ce qu'on ferait si on avait cet énorme centre commercial juste en périphérie du centre-ville et des autres petits centres commerciaux? On aurait peut-être un stade de foot à côté. Et c'est la même chose sur le stade. Ça, c'est pour parler, essayer de me tenter sur mon cœur. Mais quelque part, comment est-ce qu'on fait alors? Parce que je sais pas. SNCB, moi, ça fait 40 ans. Je constate que, heureusement qu'on n'a rien fait. Je veux dire, la situation d'aujourd'hui n'est pas bonne, elle est triste, ça ne marche pas, elle démontre une forme d'inefficacité des pouvoirs publics, de manque d'impossibilité de concrétiser des intentions, mais dans une certaine mesure, heureusement que ces mauvaises intentions de l'époque dépassée ringarde n'ont pas été concrétisées. Mais je ne sais pas, parce qu'à côté des chiffres qu'évoquait Philippe Claus, il parlait de 800 millions d'investissements, il parlait aussi de 3000 emplois. Que l'entrée de la porte de Bruxelles, la gare du Midi, ne soit toujours pas rénovée 40 ans plus tard, alors qu'on a fait des gares dans toute la Wallonie et toute la Flandre, Anvers, Liège. Mais ça, c'est un problème à voir avec le fédéral aussi. On aurait dû quand même à un moment on a sous-investi la gare du Midi depuis 40 ans. Bien sûr, mais si on avait construit cette énorme boîte à chaussures il y a 25 ans, est-ce que les Saint-Gillois seraient davantage heureux? C'était le X de Jean Nouvel d'abord. Oui, c'était le X de Jean Nouvel. Peut-être que la grande barre est moins envahissante que le grand X. Peut-être moins iconique. De toute façon, le grand X, on en parle plus. Le tour des tours iconiques et de la skyline, les termes architecturaux sont de nature à agiter et inquiéter beaucoup nos concitoyens saint-gillois. Mais je peux comprendre que la région aussi s'enthousiasme de voir enfin ces dossiers aboutir. Et sur le Pras autour de Néo, c'est vrai que c'est le parc des expos qui connaît des difficultés financières aujourd'hui. C'est un projet de déploiement d'un centre d'activité et bizarrement, le Bruxelles n'a pas la possibilité d'une île. Les grands investissements se font dans la toute proche périphérie de Bruxelles. Et parce qu'à Bruxelles, on se déchire, on fait des projets, on ne fait pas aboutir des projets qui seraient vecteurs d'emploi et de développement de notre économie bruxelloise et aussi génératrices de recettes pour développer des projets régionaux. Donc voilà, c'est compliqué. Françoise de se mettre sur des grands projets. Vous êtes plutôt favorable aux grands projets ou vous préférez qu'on construise des logements sociaux à Bruxelles? On a besoin de différentes choses. C'est pas qu'on veut construire 50 000 tours de logements sociaux partout où il y a encore de la place. Donc il faut voir. Le problème maintenant, c'est qu'on est un peu dans une espèce de jeu de Monopoly où on a des investisseurs qui débarquent à Bruxelles et où effectivement il y a de la résistance aussi de la part des comités de quartier, etc., qui s'organisent parce que en général, les gros projets qui sont développés comme ça ne répondent pas aux besoins des habitants. Et donc, c'est des mètres carrés, des milliers de mètres carrés de bureaux supplémentaires, alors qu'on en a déjà beaucoup de vides constamment sur la région. C'est encore des projets de logements trop chers et qui ne sont pas accessibles à la population, etc. Et donc, tant qu'on n'a pas justement les pouvoirs publics, et par exemple, il y a beaucoup de débats sur les PAD, les plans d'aménagement directeurs, et donc nous, on ne dit pas qu'on n'a pas besoin d'outils pour planifier, on a besoin d'outils pour planifier, mais on a besoin d'avoir une vision sur l'ensemble de la région qui est là pour répondre aux différents besoins dont on a besoin pour à la fois la population, le tourisme, etc. Ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle. Pour le moment, c'est vraiment toujours de la négociation juste avec les gros promoteurs et en général, ce sont leurs projets à eux Dans qui gagnent. il y a quand même 750 logements qui sont prévus, une partie de logement moyen, une partie de logement social, et puis il y a des crèches et on ne va pas faire de débat sur le contenu des projets, c'était plutôt sur l'esprit des projets. Je vous remercie, on va passer à notre dernier thème. Lundi, c'était la rentrée en présentiel avec des masques, des autotests et avec des quarantaines adaptées. Et l'ONE a précisé de nouvelles règles qui sont plutôt sévères pour les parents non vaccinés. Alors accrochez-vous, reportage à Saint-Antoine à Forêt. Jean-Christophe Pesès, Nicolas Kenars, Anaïs Corbin ont été accueillis par le directeur Pierre Laurence. Et donc je mets un mot. Donc le mot que je vais mettre dans votre journal de classe, c'est parce qu'il y a un cas de Covid dans votre classe. C'est pas grave, il ne faut pas s'inquiéter. Pas encore de classe fermée, mais une vingtaine d'enfants et 4 instituteurs absents à l'école Saint-Antoine de Forêt. Pour chaque situation, une procédure spécifique est mise en place. Elle est fixée par des circulaires et elle s'accumule sur le bureau du directeur. Émanant de différents niveaux de pouvoir, compliqué
et parfois contradictoires. Donc j'avais une collègue qui avait compté au mois de septembre, octobre, elle était à 84 circulaires avec le mot Covid. Donc ça c'était au mois d'octobre. Donc depuis lors on en a quand même, on va dire, une moyenne de 3 à 4 par mois. Donc dès qu'il y a un code éco, on en reçoit une. Une de le ministère et puis souvent une de l'ONE. La dernière en date, c'est justement l'ONE, l'Office de la naissance et de l'enfance, qui en est l'auteur. Elle précise les démarches à suivre, les mesures de quarantaine à appliquer, notamment en cas de contamination au sein du foyer de l'enfant, qui diffère selon le statut vaccinal des parents. Si j'ai 2 parents à la maison et qu'un des 2 est vacciné et l'autre pas, eh bien l'enfant va suivre les règles appliquées aux parents le moins vaccinés. Donc voilà. L'enfant sera en quarantaine si un des 2 parents qui est dans le foyer n'est pas vacciné et qu'il y a un cas au sein de ce foyer. Mais dans cette école, on a opté pour une solution plus pragmatique. Le traitement est le même pour tous. On demande que l'enfant reste en quarantaine le temps de la durée de la quarantaine ou du congé maladie du parent ou du grand frère ou de la grande sœur ou petit frère, petite sœur. Quel que soit le statut vaccinal, parce que voilà, après, au niveau des parents, moi, quand ils me téléphonent pour ça, je commence pas à enquêter pour voir s'ils sont vaccinés, pas vaccinés. Un système qui ne peut fonctionner que si les déclarations des parents sont sincères. Et jusqu'ici, dans cette école, la confiance a toujours été de mise. Alors sur Twitter, j'ai trouvé quelqu'un qui avait rassemblé tous ces règlements en un tableau très très clair. Je vous propose de le regarder, ce tableau très clair des décisions de l'ONE. Voilà, donc là avec ça, on ne peut pas se tromper. Hein, on sait où on va, on sait ce qu'on doit faire. Et je crois, Jean Spinette, vous êtes venu carrément, vous, avec les circulaires. C'est vrai que quand j'ai quitté le CPS, je pensais que j'avais eu affaire à la législation la plus complexe qui soit, avec des croisements de législation sociale depuis des années. Mais alors là, par contre, je dois reconnaître que les circulaires de la communauté et de l'ONE, ça atteint des sommets. Et donc, je rendais hommage tout à l'heure au personnel soignant en disant que la vaccination obligatoire soulagerait tout le monde. Je pense que dans le milieu scolaire, c'est la même chose. Moi, je vois des instituts et des directions au bord de la crise de nerfs. Je vois des parents qui perdent leur calme et qui finissent par devenir parfois difficiles parce qu'ils contestent. Quand un règlement n'est pas simple à appliquer, il est souvent contesté et légitimement. Et donc, c'est vrai que les parents ne savent plus à quel sens vouer. On reste dans l'œcuménisme. Ils sont perdus. Les directions sont au bord de la crise de nerfs. Il est temps qu'on simplifie un peu tout ça. Mais qu'est-ce que la ministre Désir doit faire ? La ministre Désir, sur le port du masque notamment, elle avait longtemps résisté. Je rappelle qu'elle a dû céder à un des codes éco antérieurs et elle attend que la vague Omicron baisse un peu pour se repositionner là-dessus, parce que les parents sont furax, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Ils se plient à toutes ces règles pour s'assurer qu'on puisse maintenir le présentiel à 100% et qu'on arrête de fermer des classes. C'est vrai que les règles où on est passé à 2 personnes, puis à 4 personnes, puis en fonction du statut des parents, il y avait le statut vaccinal maintenant dans l'ONE. Oui, mais est-ce qu'on peut faire plus simple, Françoise de Smet ? Est-ce qu'on peut faire plus simple dans les écoles aujourd'hui ? On voit effectivement au tableau que vous avez montré que ça devient incompréhensible. Donc on a aussi des retours de médecins généralistes qui ne s'en sortent plus, ils sont débordés, ils ne savent plus comment expliquer aux familles comment faire non plus. Mais donc, nous, on plaide évidemment pour des mesures plus simples, mais ce qu'on a demandé aussi, on a déposé différents textes pour ça aussi, c'est qu'on renforce avec des agents régionaux la médecine scolaire au sein des écoles pour aider à pouvoir expliquer, à faire le tracing, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a demandé déjà depuis un petit temps. Sur la question des autotests de nouveau, donc on demande aux familles, dans la mesure du possible, de le faire, et c'est très bien, ça fonctionne bien. Ces autotests, ça fait partie des barrières préventives dont on a besoin. Mais encore une fois, quand est-ce qu'on va les rendre gratuits pour justement donner accès à toutes les familles ? Parce qu'il y a quand même un frein financier. Ça coûte cher quand vous avez 2-3 enfants et vous devez payer ça toutes les semaines. Ça a un coût. Jean Spinette, dans les écoles à Saint-Gilles, vous seriez d'accord de rendre ces autotests gratuits ? Catherine Moreau a fait ça très tôt dans la crise à Molenbeek. C'est vrai que jusqu'à présent, on a commandé un stock qui pourrait être utile si jamais c'était nécessaire pour les professeurs et pour les enfants qui n'en ont pas les moyens dans les familles. On en a un stock qui a été confié aux écoles et laissé à leur discrétion. Ça veut dire combien ? Je vous avoue que j'ai le cahier des charges sur le nombre. On n'en a pas un nombre pour couvrir toute la population scolaire, mais j'ai souhaité qu'un stock soit à disposition dans l'école pour que les écoles puissent l'utiliser à discrétion. Mais ce n'est qu'un indicateur. Je pense qu'en fait, comme là, on s'appuie sur la participation des parents, sur leur responsabilité de ne pas ramener un enfant qui présente des signes assez évidents, comme quoi il devrait rester à la maison et être confiné. Le fait, c'est que les parents essayent de se dépatouiller aussi avec leur travail, avec la pression au télétravail à la
la maison, la situation est difficile pour toute la population. Dans ce contexte-là, il n'y a pas de solution facile. C'est de la participation, c'est de l'aide et c'est de la gratuité dans toutes ces interventions. Oui. Oui, et c'est le renforcement aussi, comme je disais tout à l'heure, de la garantie des revenus aussi pour les parents, parce que si vous devez chaque fois garder vos enfants, c'est pas évident. Et peut-être une mesure encore supplémentaire, c'est toute la question aussi d'avoir des détecteurs dans chaque classe dans les écoles, parce qu'on n'y est pas encore. Et la question de la ventilation. Donc, quand on voit aux Pays-Bas qu'ils ont débloqué 200 millions pour régler justement et mettre aux normes les écoles qui ne l'étaient pas encore en termes de ventilation, de pouvoir ouvrir les fenêtres sans geler complètement les enfants. Mais voilà, on voit ça, c'est que c'est des mesures qui ne sont pas mises en place en Belgique. Si, la communauté française a dégagé 3 millions à l'initiative de Caroline Désir, c'est pour les détecteurs. Équiper les mais détecteurs. Il y a des classes où c'est difficile de pouvoir ventiler et on en a besoin. On voit que c'est une mesure qui fonctionne très bien. Il suffit d'ouvrir un petit peu les fenêtres et on voit le taux de CO2 qui diminue très vite. Le détecteur permet juste de signaler quand il faut. Oui, mais donc détecteur et ventilation. Oui. On va passer à présent à nos coups de cœur. Nicolas, vous vouliez rendre hommage à un secteur économique. Et particulièrement le secteur d'un secteur, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je sais que vous l'avez remarqué parce que vous êtes une petite bande de ricaneurs, vous tous ici. Je suis passé chez un coiffeur il y a quelques jours, quelques heures, c'est encore plein de cicatrices. J'y étais allé il y a quelques semaines. J'ai pour habitude d'aller chez des coiffeurs, on va dire, petits coiffeurs. Oui. J'ai payé 7 € cette coupe. Voilà, donc ce que je perds en qualité, Pas je le gagne en quantité. Voilà, petit coiffeur artisanal. Ce secteur spécifiquement, avec aussi pour partie l'Oreca, c'est un secteur dans lequel les gens ont beaucoup souffert. On en a beaucoup parlé, mais on a beaucoup parlé des coiffeurs indépendants. Vous êtes bien coiffé. Moi ? Oui. Une bonne nuque bien dégagée. Elle est fort dégagée, ça ne veut pas dire bien. On a beaucoup parlé des coiffeurs indépendants qui recevaient leur double droit passerelle. On a un peu moins parlé, mais ils existent, c'est à peu près la moitié des coiffeurs salariés. Ici, je parle d'un secteur, spécifiquement d'ailleurs à Bruxelles et dans certains quartiers, de personnes qui ne sont pas tout à fait dans la légalité la plus parfaite, qui n'ont que le fait de pouvoir couper des cheveux pour s'en sortir. Ces gens-là n'ont pas été aidés, très peu, et n'ont pas pu travailler dans des conditions de légalité qui sont un petit peu limitées. Et sincèrement, je ne parle pas tous français d'ailleurs, sinon ils écouteraient ce que je leur demande de faire sur ma tête, mais j'ai vraiment une grosse pensée pour eux parce que ce sont ceux, à mon avis, avec les soignants, avec les malades, qui ont le plus souffert économiquement de cette crise. Une petite pensée pour eux. Vanessa, une pièce de théâtre pour terminer. Oui, pas tout à fait dans le même style, donc c'est Zai Zai. Alors on peut peut-être couper les cheveux de Nicolas comme le poireau qui est sur l'affiche. Donc évidemment, c'est à partir de la BD de Fab Caro qui a eu un grand succès d'édition. Et là, c'est au Théâtre de Poche jusqu'au 22 janvier. Il s'agit en fait d'une adaptation théâtrale, mais musicale aussi, avec un roman photo. Donc il y a plus d'une centaine de photos qui passent derrière en même temps. Et en fait, ils sont 5 sur scène. C'est le collectif mensuel, voilà. Et ils bruitent en fait tout en direct et font aussi bien la musique, les bruitages et un texte. Et c'est vraiment très drôle, très absurde. Et c'est une mise en scène de Nicolas Ancion. Et c'est au Théâtre de Poche. Merci à tous, experts et invités. Je laisserai le siège, la présentation à Stéphanie Meyer pour les 3 numéros prochains, le temps d'une quarantaine au soleil. Au revoir à tous, bon week-end.